La raison ne pense pas, elle raisonne. Penser, c'est créer, inventer, innover. Raisonner, c'est assembler, associer, relier une succession de causes et d'effets en suivant un processus hypothético-déductif. La raison peut même déraisonner lorsque ses déductions laissent à désirer. Elle peut se tromper, préjuger, condamner à tort ou trop vite. Elle sait même rationaliser, c'est-à-dire se trouver de bonnes raisons qui n'en sont pas. Elle est douée pour justifier sa chose et son contraire en même temps. Erreur qui, rappelons-le, a justifié la méthodologie scientifique. Amorale, elle ne connaît ni le bien ni le mal. Elle est capable de se mettre aisément au service d'idéologies mensongères. Elle les justifie comme ça l'arrange. Elle maîtrise parfaitement bien la novlangue et le mensonge. En clair, elle ne pense pas par elle-même. Elle ne sait pas réfléchir, c'est-à-dire se prendre comme objet de pensée et s'auto-critiquer. Elle croit ce qu'elle voit et se contente souvent des apparences. La raison ignore ses propres défauts. Elle ne se connaît pas. Elle ne connaît pas non plus au sens de naître avec. En revanche, elle explique et justifie la connaissance créée à partir de rien. La raison n'innove jamais ex nihilo. Côté émotionnel, ce n'est pas beaucoup mieux. La raison ne sait pas dire je t'aime, ou plus généralement activer les valeurs universelles. La raison ne pardonne pas. Elle n'a foi en rien. Elle ne souffre pas non plus, n'espère ni ne désespère. Elle est même réfractaire aux émotions. Elle se croit même supérieure aux émotions. Par contre, quand la raison raisonne bien, c'est-à-dire conformément aux trois principes de causalité, de non-contradiction et de réalité physique, elle s'avère un outil parfait pour la conscience terrestre, notamment pour s'adapter au monde de la matière. Elle est l'interface nécessaire entre la conscience et son cerveau. Sans elle, le langage sur Terre serait impossible et nous serions incapables de nous comprendre. Au vrai, la raison est au service de la conscience, morale, politique, économique, scientifique, mais seulement quand elle reste à sa place. Dès qu'elle se mêle de vérité, de moralité ou de politique, elle s'égare. La raison appartient au monde terrestre et la conscience au monde spirituel. À titre d'exemple, le cas du président Macron. Il possède une puissance de raisonnement très au-dessus de la moyenne. Il est capable de fomenter tous les stratagèmes manipulatoires nécessaires pour obtenir le pouvoir et le conserver. Associé à une absence totale d'empathie sociale, il n'est fidèle à aucune morale. Il agit sans foi ni loi. Son guide réside uniquement dans les trois tentations, possession, pouvoir et gloire. Du coup, sa raison le conduit vers une espèce de folie rationnelle, quand le réel finit par le rattraper. Son mépris d'autrui s'achève dans une sorte d'impulsivité politique qui désarçonne même ses plus fidèles comparses. Certains le qualifient de sociopathe politique, qui ne sert que lui-même et la politique néolibérale en pleine démesure. En octobre 2025, il est devenu tellement déraisonnable que ses plus proches appellent à sa démission. Pourquoi? Parce qu'il s'est déconnecté de toute valeur morale. En réalité, il est depuis toujours immoral et insensible au peuple. Du point de vue de la typologie spirituelle, son cas est vraiment hors norme. Nous sommes face à une pensée rationnelle hors du commun et en retour une pensée du cœur, donc une pensée démocratique complètement inexistante. Après l'épisode de la dissolution irréelle, observez ces discours en vue de nous préparer à la guerre contre M. Poutine. Nous devrions accepter de sacrifier nos enfants.
Or, rationnellement, la Russie n'a ni les moyens ni les motifs pour aller au-delà d'un petit morceau de l'Ukraine. Sa folie rationnelle n'a d'égal que son absence totale de conscience morale. C'en est même fascinant. C'est même le meilleur exemple puisque nous le subissons tous. La leçon à retenir ? Déconnecté de toute conscience morale, l'égoïsme conduit au fascisme. Ne cherchez pas plus loin la racine du fascisme. Seule la morale vitale, fondée sur l'altruisme, peut le combattre. Aucune rationalité, aucune bonne raison ne l'arrêtera. Le nazisme était un régime fondé sur une puissante rationalité, mais totalement immorale. C'est la valeur universelle liberté qui a su le combattre et finalement gagner la guerre. Mais qu'adviendra-t-il à l'avenir si nous ne savons pas tirer les leçons du passé ? Je répète, l'égoïsme est la source du fascisme. S'agissant de la conscience, elle pense, aime, souffre, pardonne, comprend l'incompréhensible, accepte l'inacceptable et pardonne l'impardonnable. Le tout au sein d'un espace-temps illimité, infini, éternel et inconditionnel. Sinon l'amour ne serait pas possible. Elle possède les facultés nécessaires qui nous distinguent de nos amis les bêtes, et surtout de l'intelligence artificielle. Par exemple, nos chercheurs en IA ne fabriquent pas des algorithmes moraux. Pourquoi ? Parce que c'est une conscience qui sait appliquer au cas particulier la loi morale universelle de Kant. C'est cette faculté de passer de l'universel au particulier et inversement qui caractérise la conscience et la science. À l'instar de la raison, l'IA ne pense pas, elle calcule à partir de probabilités, alors que la conscience pense par analogie. Ce qui nous amène aux trois fonctions principales de la conscience humaine. La présence à soi-même, la réflexivité et l'interface entre les deux mondes, spirituel et matériel. Or, ces deux mondes, clairement niés par la science officielle, n'existent pas chez l'animal. Il n'enterre pas ses morts, et encore moins dans le domaine de l'intelligence artificielle. Rappelons que la conscience humaine s'allume à la naissance et s'éteint à la mort physique. Elle est la sœur jumelle de l'âme nécessaire à notre adaptation au monde. On se souviendra de la raison profonde de la présence en nous de cette nature double. Apprendre à nous aimer les uns les autres, sinon nous ferons notre propre malheur. Alors premièrement, la présence à nous-mêmes. Outre les 10 caractéristiques de la substance esprit, la première fonction de la conscience terrestre est de nous faire vivre, éprouver une présence à nous-mêmes au sein d'un contexte physique. Cette présence à nous-mêmes est consubstantielle à notre environnement extérieur. Cet environnement n'est qu'une succession en nous de représentations mentales. Tout passe par la conscience. Rien ne se pense hors de la conscience. À la mort physique, ce contexte disparaît. La conscience terrestre s'éteint et nous vivons à notre insu un transfert de cette présence à nous-mêmes vers un autre contexte, celui du monde de l'esprit. C'est l'expérience bien connue lors des EMI du tunnel conduisant à une lumière d'amour. Nous sommes toujours conscients de cette présence à nous-mêmes, mais cette fois-ci au sein de l'âme. Le temps tel que nous le vivions disparaît pour un présent éternel. Les choses sont remises à leur place comme avant notre naissance terrestre, dans l'attente d'une éventuelle prochaine vie. Deuxièmement, la réflexivité. La conscience terrestre a pour seconde fonction celle de réfléchir. Comme se réfléchir ou se regarder dans un miroir.
Je peux me saisir d'un problème et en faire un objet d'étude. Je peux aussi m'interroger et vérifier si c'est bien là ce que je veux faire, aimer un tel, acheter ceci maintenant ou attendre les soldes. Cette conscience de soi réflexive permet donc l'expression de notre volonté individuelle. Sans cette réflexivité, nous n'aurions pas de libre arbitre, de réelle capacité à faire des choix. C'est pourquoi confondre libre arbitre et liberté est une absurdité. Cependant, une force étrange, indépendante de notre volonté, nous pousse parfois à faire le contraire ou agir totalement différemment. Pourquoi? Outre ce libre arbitre, il existe en nous deux sources distinctes de pensée, donc une autre volonté indépendante, celle de l'âme-cœur, côté céleste. J'y reviendrai dans le podcast Les deux volontés. Là encore, ni la raison, ni l'intelligence artificielle n'en sont capables. La raison pèse le pour ou le contre, puis la volonté, cause à suit, décide ou dit ce qui est bien ou mal, vrai ou faux. Bien sûr, dans la pratique, nous pensons dans l'unité. Troisièmement, l'interface entre nos deux mondes. La conscience terrestre possède aussi la faculté de se faire réceptacle d'un côté des pensées issues de l'âme et celle de l'autre côté envoyées par le cerveau. Les images traumatisantes qui surgissent, tremblements de terre, agressions, viols, mais également les phobies, souvent issues de scènes violentes durant l'enfance. Bien évidemment, elles surgissent à l'encontre de la volonté. Dans ce cas, les cognitivistes ou encore les hypnothérapeutes produisent un travail remarquable de déprogrammation. Elle est également réceptacle des rêves ou des cauchemars, qu'ils soient émis par l'âme, rêve-message, ou le cerveau, rêve-cauchemar. Elle reçoit enfin les diverses intuitions, messages, murmures issus de l'âme-cœur. En synthèse, notre conscience nous offre sans cesse une présence à nous-mêmes, elle nous permet de réfléchir et se fait réceptacle de ce qui se passe en nous, parfois indépendamment de nous, si tant est que nous y restions à l'écoute. En clair, elle nous informe du bon et nous protège du moins bon. Au final, la conscience est créatrice, tandis que la raison est stérile, cette dernière ne possédant aucune imagination ex nihilo. Alors voyons à présent comment la raison a pris la place de la conscience. Depuis le XVIIIe siècle, la raison universelle est érigée en vérité universelle. Confondant conscience et raison, seule la raison pouvait avoir accès à la vérité, laquelle s'opposerait aux émotions. Ces philosophes affirmaient que la raison était universelle parce que nous avions tous une capacité à raisonner. De là, par une sorte de glissement, ils ont associé l'universalité à la raison en lieu et place de la morale vitale permanente. Ils ont même attribué la raison universelle à Dieu lui-même. Or Dieu ne raisonne pas, il aime. Et son amour est connaissance universelle. Elle n'est jamais issue d'un quelconque raisonnement hypothético-déductif. Alors pourquoi cette grossière erreur? Parce qu'ils luttaient à juste titre contre le pouvoir toxique de la religion, elle-même supposée à l'origine de toute morale. Ils ont donc relégué la morale sous la dépendance de la raison à la place de la religion. Souvenez-vous de la loi morale universelle de Kant. Il l'avait bien observée, mais posée sous l'égide de la raison pratique. Pure contradiction. Quel rapport entre le côté pratique de la raison et la morale? L'erreur réside à nouveau dans l'idée que ce serait la raison qui nous permettrait de distinguer le bien du mal. Alors qu'en réalité, nous naissons tous avec cette faculté. La raison n'est là que pour justifier, peser le pour ou le contre de nos choix moraux.
Si c'était notre âme qui décidait nos actes, elle le ferait toujours à partir d'évidences, d'informations intégrales instantanées, ce qui caractérise entre autres nos intuitions spontanées sur Terre. Autrement dit, le moteur de l'action revient à la volonté terrestre et son libre arbitre, c'est-à-dire de substances spirituelles et par suite d'essence émotionnelle. Alors voici un message des anges. La conscience est issue de l'esprit. Grâce à la conscience, ton frère, c'est-à-dire l'être humain, murmure à son âme. Elle s'éteint pour renaître tel le nouveau-né avec une âme choisie. La conscience suggère ou envoie au cerveau qui concrétisera en images ou pensées rationnelles. De toutes les façons, tout est relié afin que l'âme chemine le mieux possible, le plus loin possible. L'âme est éternelle, la conscience vit en l'individu près de l'âme. Elle, la conscience, s'éteint à sa mort. Conscience et âme sont liées. L'individu a sa conscience, il l'amène comme il peut, selon ses volontés, il en fait part à sa conscience qui en fait part à l'âme. Murmurer est subtil. La conscience guide l'âme. De toutes les façons, tout est relié afin que l'âme chemine le mieux possible, le plus loin possible. Fin de message. Sentez-vous la difficulté de faire la part des choses qui nous constituent. Vous pouvez lire et relire les principaux messages que nous avons reçus, ma douce et moi-même, dans le podcast Messages des anges. En voici un autre suite à ma question. Y a-t-il deux volontés ? Je cite. Ta volonté d'aller vers Dieu est ta foi. Ton chemin embuscadé est effacé par ta foi, par ta volonté de passer tous les pièges. La volonté de l'être tout entier aspire à être heureux, aspire à ne faire qu'un avec les siens. Fin de message. D'un côté, il y a donc la volonté de l'âme d'aller vers Dieu, c'est-à-dire d'expérimenter l'amour sur terre. De l'autre, notre volonté terrestre d'être heureux parmi les nôtres. Mais sur un chemin escarpé, pour embuscader, que seule la foi nous permet de surmonter la fameuse transcendance. Cependant, ces deux volontés ne font qu'une dès lors qu'elles s'accordent, l'une pour rejoindre l'amour divin et l'autre pour faire l'amour au monde. Ce qui revient au même. Encore une fois, observez la difficulté de nuancer sans trahir l'unité en nous. En conclusion, chez l'homme, la différence essentielle entre conscience et raison est d'ordre moral, donc spirituel. La raison humaine ne connaît pas la morale, elle n'est pas immorale, elle est juste amorale. Tout comme la raison animale. On ne dira jamais à quelqu'un qu'il manque de raison morale, alors qu'on parlera facilement de conscience morale ou de conscience professionnelle. La raison est liée à la vie terrestre et au cerveau. Si celui-ci est endommagé, la raison le sera aussi, tandis que la conscience, en tant que telle, restera intacte en elle-même. Ainsi, quand l'âme aborde la phase transcendante d'une EMI, le sujet n'a plus besoin de raisonner. De retour sur Terre, sa conscience terrestre résonnera à nouveau pour s'exprimer. De même, quand une âme rejoint le ciel définitivement, elle pense en termes d'information intégrale instantanément. Je vous renvoie à l'étude sur les EMI. Car au ciel, on ne raisonne plus. On pense l'ensemble des questions et des réponses dans l'immédiateté. Plus besoin de raisonnement pour montrer une vérité ou notre vérité. Elle s'impose d'elle-même. Sur Terre, l'intuition s'impose aussi d'elle-même. Une intuition au sens de Bergson n'est jamais le fruit d'un raisonnement. Elle s'impose à la conscience qui, après coup, la vérifie à l'aide de sa raison.
La raison est donc un outil terrestre amoral de la pensée spirituelle morale, un outil essentiel amoral pour la science. Une invention scientifique ou technologique est amorale, mais peut en effet être moralement bien ou mal utilisée. C'est la conscience morale qui fera la différence. On agira alors, en son âme et conscience. C'est en ce sens que Rabelais dira « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Conscience signifie science avec. Mais avec quoi? Avec une conscience morale. On peut aussi dire que la raison humaine raisonne à la manière d'un algorithme. La raison de l'intelligence artificielle pourra se montrer plus puissante que la nôtre, mais jamais dans le domaine de la création. Car l'IA ne possédera jamais de conscience et encore moins de morale. De même, l'intelligence animale lui sera de ce point de vue toujours supérieure. Voilà une autre bonne raison de ne plus confondre conscience et raison. Pour résumer, nous avons du côté spirituel la conscience morale, illimitée, indéfinie, éternelle et inconditionnelle, et de l'autre, la raison amorale, limitée, finie, temporelle et conditionnelle. La première appartient au monde de la foi, la seconde au monde de la preuve. Ces deux mondes étant présents en nous, il importe donc de bien comprendre cette double fonction de notre conscience, à la fois spirituelle lorsqu'elle se tourne vers son âme et ses valeurs universelles, et terrestre lorsqu'elle s'associe à la raison en vue notamment de s'adapter au monde matériel. Que dire alors d'une politique sans conscience morale? Est-elle un espoir? Fait-elle rêver? Contrairement à nos gouvernants, je situe donc la politique au cœur même du monde spirituel. Car je le redis, la politique c'est, avant toute chose, un ensemble de décisions morales reposant sur les valeurs universelles gravées dans nos cœurs. La politique ne peut donc être que spirituelle. Car que serait une politique dite rationnelle? Quel citoyen voudrait d'une politique raisonnable? Il n'est pas de candidat à une élection qui ne brandisse le cœur, en cherchant à nous faire croire à toutes ses promesses. Seulement une fois au pouvoir, qu'en reste-t-il? Nous savons maintenant que la conscience est créatrice et la raison stérile. Voulons-nous d'une politique stérile? 5000 ans de politique de la terre brûlée, 50 ans de politique néolibérale qui n'a de cesse d'enrichir les riches avec la sueur des peuples. Combien de dizaines d'années de souffrance faudra-t-il encore pour que les scientifiques cessent de confondre conscience et raison? Quand vont-ils comprendre qu'une économie fondée sur l'égoïsme, sans morale, sans justice, ne peut que faire faillite? La France n'est pas en faillite à cause de sa dette abyssale, mais à cause de la faillite morale de ses gouvernants. Et c'est encore à cause de cette confusion que les chercheurs en intelligence artificielle gagent que sa supposée intelligence dépassera la nôtre. Une nouvelle humanité est devant nous, disent-ils. Nous serons tous plus intelligents. Mais peu de chercheurs ne soulèvent la question morale, puisque pour eux, c'est la raison humaine qui guiderait la morale. C'est la raison raisonnable qui serait morale. Du coup, l'IA serait aussi morale. On se souviendra des adolescents qui se sont suicidés sous l'influence de l'intelligence artificielle. « Rejoins-moi par amour dans l'autre monde », disait-elle à l'adolescent. C'était selon moi l'erreur de Kant. Ils confondent l'intelligence du cœur, porteuse de la morale vitale, avec l'intelligence rationnelle. C'est cette confusion qui a permis l'imposture du président Macron. En 2017, je suis tombé dans le panneau. J'ai voté pour lui, croyant donner le pouvoir à un philosophe. Quelle naïveté! De même, dans cette même perspective scientiste, l'intelligence humaine n'est que le produit de l'activité cérébrale, clairement associée à la raison humaine. La raison devient alors synonyme d'intelligence et la conscience, un simple réceptacle d'informations issues d'un cerveau rationnel.
lequel cerveau a été confectionné par une nature supposée inintelligente. Comment est-ce possible que la cause ne contienne pas son effet? Cette vision ontologique d'essence matérialiste s'avère en effet confirmée par nos vies quotidiennes, dans la mesure où conscience, raison et cerveau fonctionnent ensemble, de manière interdépendante. Même la notion d'intuition, définie jadis par Bergson, a été assimilée à un processus inconscient attribué au cerveau. Ce prérequis, que plus personne ne conteste au risque de passer pour un imbécile, engendre de graves confusions dans tous les domaines scientifiques, ainsi que dans nos vies politiques. D'abord, il postule que la matière organique pense, réfléchit, s'autocritique, aime, compatit, pardonne, crée, invente, innove ex nihilo, etc. Puis étrangement, doué de moralité, contrairement au cerveau de nos animaux, le cerveau humain serait le siège et de la raison et de la morale, formant ensemble le seul réel envisageable. L'IA, quant à elle, pure extension de la raison humaine, mais aux capacités illimitées, serait supposée un jour acquérir les mêmes facultés que la conscience humaine, voire les surpasser. C'est l'homme nouveau augmenté. Ce tableau idyllique de l'IA, parfaitement rationnel, va permettre un jour de faire marcher les tétraplégiques, rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds. C'est du moins l'objectif affiché par l'entreprise Neuralink d'Elon Musk. On ne peut que s'en réjouir. Et c'est sans doute dans le domaine du possible, dans la mesure où la puce informatique pourra suppléer à la défaillance neurologique. Ce qui sera vraiment un exploit, mais de l'intelligence humaine. Mais de là en déduire que l'IA égalera la conscience, c'est selon moi bien trop dire. Encore une fois, d'où provient cette confusion? Parce que la vision matérialiste scientifique exclut toute dimension spirituelle chez l'être humain, croyant ainsi extraire la science de sa religiosité. Préjugé qui ne fait pas la différence entre le versant spirituel de l'homme, le versant ontologique, et le fait religieux, anthropologique. Cette fable scientiste engendre de graves conséquences dans tous les domaines de la vie humaine, à commencer par la responsabilité juridique. Comment condamner un criminel qui n'a ni conscience propre ni libre arbitre? Gertrude, c'est la cochonne d'Elon Musk, s'est vue implanter une puce en vue de commander prochainement en Wi-Fi un ordinateur. Mais qui nous dit que Musk, ou un autre, ne va pas y insérer dans nos mémoires des souvenirs que nous n'avons jamais vécus, ou une idéologie à laquelle nous serions contraints à notre insu d'adhérer? Là encore, ce qui nous sauvera, c'est la morale vitale. En dernière conclusion, nous devons, surtout les scientifiques, cesser de confondre conscience spirituelle, morale, avec la raison et l'intelligence artificielle, elle-même dépourvue à jamais de tout sens moral, de tout sens critique, de toute créativité. Prochain podcast, la pensée du cœur. La pensée du cœur. Oui, le cœur pense, mais pas comme la tête. Beaucoup mieux. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages et très très grand merci pour votre patience.